À l'ONU, la Russie accuse la France de connivence avec les groupes terroristes au Sahel. Nous posons le débat autour du sujet. Alors, je commence par vous, Prosper. Sur quoi se base aujourd'hui la Russie pour émettre de telles accusations aussi graves? Non, moi je tenterai peut-être de renverser un tout peu la tendance. C'est d'abord ces Occidentaux qui accusaient souvent la Russie de vouloir, afin de les chasser, de paternalisme vis-à-vis de l'Afrique à travers le groupe Wagner. Vous avez vu les contre-campagnes qui ont été effectuées par des médias stream qui dénonçaient Wagner, qui parlaient de Wagner, qui parlaient de comment on les appelle, le terme échappe un tout petit peu, des mercenaires, voilà, qui étaient là en Afrique pour venir piller, c'est-à-dire, il y a eu tellement de campagnes médiatiques qui a visé la Russie, mais pendant tout ce temps, les Russes, comme ils sont arrivés, ce qu'ils cherchaient, ils sont venus le faire. Ils sont restés calmes sans pouvoir se prononcer sur la question, sans vouloir forcément se défendre parce qu'il y avait un contenu sur lequel eux ils sont venus et la connivence avec les États africains qui ont accepté donc de s'engager avec eux était en roue libre. Donc maintenant, la Russie, je crois quand même qu'elle est arrivée à un certain moment, un niveau donc de sa suffisance en Afrique, a compris maintenant qu'il fallait retourner là-bas, puisque on a tendance à croire que les Occidentaux ont épuisé toutes leurs munitions. La guerre qu'ils avaient annoncée contre la Russie n'a pas réussi. Donc aujourd'hui, je pense que c'est la Russie est en train de leur rendre la monnaie en se basant sur le fait que quand la France et les Occidentaux tenaient ce langage contre la Russie, d'envahisseurs, comme on appelle, de tricheurs, de pilleurs et autres là, la Russie est revenue sur des anciens dossiers en attaquant Serval et tout le Bataclan donc de machination que la France avait implanté en Afrique pour lutter contre le terrorisme en 2013 au Mali, tout ça là, en se disant protéger les pays sahéliens et que pour chasser les terroristes, pour lutter contre le terrorisme et que ce terrorisme soit encore plus avancé qu'il ne l'était avant eux. Donc je pense que ce n'est que le retour de l'ascenseur que la Russie est en train de monter, puisque les Russes disent que la France et même les Occidentaux sont en connivence avec des groupes terroristes. Parce que quand vous voyez à peu près, ils partent de l'argumentaire sur lequel plutôt que vous allez voir les noms des groupes terroristes sont parfois, à mon avis, dans une propagande extraordinaire et extravagante. Quand vous voyez à peu près, quand on dit le GSIM, on connaît la structure du GSIM, et les médias qui sont, comme on appelle, à leur service, prononcent les choses avec leur structure exacte. Quand vous ne connaissez pas quelque chose de l'intérieur, vous ne pouvez pas pouvoir le décrire et de l'annoncer. Et vous allez voir donc ils le disent et avec les otages, les prises d'otages, tout ça là, ils sont en connivence. C'est ce que la Russie pense et le dit. Et moi aussi, en tant que panafricain, je suis d'accord. Parce que ça démontre le fait de la jonction et de la structuration et la connivence que les pays occidentaux ont avec ça. Parce que ce sont eux qui viennent nous les dénoncer, qui nous laissent aller vers eux et qui nous empêchent de les combattre. Donc, et quand vous voyez à peu près ce qui s'est passé, surtout avec les dispositifs militaires qui ont été mis en place depuis 2013, et que il a fallu que l'AES naisse et pour prendre le contrôle de sa stabilité, de sa sécurité, qu'aujourd'hui, on commence quand même à constater que le terrorisme commence par dégraisser
les terroristes ne s'annoncent plus tellement parce qu'on a fermé tout petit peu les espaces à ces médias-là qui viennent raconter, donc faire la propagande donc, de ces djihadistes-là. Donc aujourd'hui, on a tendance à croire quand même que ces noms-là, ces dénominations-là, ce sont ces Occidentaux qui les donnent parce qu'il n'y a jamais eu de guerre de religion en Afrique. Les Africains vivent paisiblement entre eux. Vous allez voir combien de musulmans qui sont des commerçants à Lomé, qui viennent des pays à caractère musulman. Donc vous allez voir que quand on brandit cette idéologie de guerre de religion vis-à-vis donc de l'Afrique, et c'est en connivant plutôt en fonction de ça que les guerres sont faites. Je pense que les Russes aujourd'hui ont suffisamment donc je dirais d'éléments pour pouvoir accuser. Maintenant, il revient à ceux qui sont accusés de pouvoir se défendre et apporter les preuves donc de leur défense. Alors, Louis, votre réaction, est-ce qu'il s'agit d'un nouvel épisode de cette rivalité russo-française en Afrique? Non, c'est pas un nouvel épisode parce que le sujet, je crois qu'on en a déjà débattu ici à maintes reprises. Et comme vous voyez, c'est une guerre d'influence actuelle entre puissances étrangères qui se joue sur le sol africain. Et quand vous voyez, il s'agit que ce qu'on reproche aujourd'hui à la France, c'est d'utiliser les groupes armés comme prétexte pour rester militairement et durablement dans la région. Je crois que Prosper l'a dit tout à l'heure, parce que quand vous prenez par exemple la présence des troupes françaises dans un pays comme le Mali, le Burkina Faso et tout, c'est des troupes, ou même au Niger, c'est des troupes qui ont fait au moins 10 ans, mais qui n'ont pas engrangé de résultats concrets. Et on a juste vu que quand les nouvelles autorités du Sahel, quand je veux parler au Mali, je parle de Assimi Goïta, au Niger, je veux parler du général Tiani, et au Burkina Faso, du capitaine Ibrahim Traoré. Il a suffi justement que ces autorités-là prennent le devant de la scène pour que les choses commencent par changer. Je pense que quand vous prenez par exemple un pays comme le Burkina Faso, il n'y a pas un seul jour où on ne vous montrera pas les efforts, ou bien on ne vous parlera pas de la victoire engrangée par l'armée burkinabé. Il y a souvent des informations en continu qui nous montrent en fait les tirs ou bien les opérations de neutralisation des terroristes. Autant des troupes françaises, c'est des choses difficiles justement à avoir, c'est des informations difficiles à obtenir. Les troupes françaises ont fait 10 ans dans le Sahel, les terroristes continuent toujours à prospérer, et au Mali par exemple, il a fallu juste l'arrivée d'Assimi Goïta au pouvoir pour que, à mine de rien, on arrive à conquérir Gao. Gao à l'époque qui était une zone interdite d'accès pour les autorités maliennes, le pays était divisé. Donc Assimi Goïta est arrivé avec sa troupe, avec une volonté politique, avec son statut d'homme de terrain et en fait de militaire aguerri, chevronné. Ils ont mis de rien, c'est-à-dire que avec ces éléments, ils ont mis de rien conquis Gao, et on l'a fêté ici, c'était la victoire de Gao. Donc, c'était une volonté politique ou bien une volonté militaire qui justement manquait aux troupes françaises. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, la Russie pense que quelque part, cette France-là est de connivence avec les troupes les groupes terroristes au Sahel. Et quand vous voyez par exemple, parce qu'il y avait un temps un narratif du président Assimi Goïta qui a circulé, qui disait que quand sur le terrain, quand à un moment donné, quand il localisait, justement quand il localisait les groupes terroristes, il leur souvent interdit justement de s'en aventurer. Pourtant, ils combattent, ce sont ces terroristes-là qu'ils combattent. Maintenant, quand ils arrivent à identifier la cible, quand ils arrivent justement à identifier leur site de résidence, il leur a été interdit justement de fusiller ou bien justement d'attaquer justement la zone. Donc je pense que c'est des faits aujourd'hui qui collaborent aujourd'hui les propos de la Russie.
Donc, à un moment donné, les uns les autres ont compris que la France, en réalité, est sur le territoire africain pour ses propres intérêts. Et quand vous arrivez très loin, il y a un écrivain qui est allé même loin, justement, en donnant l'étymologie des opérations, ou bien l'étymologie des noms des opérations qui se font en Afrique. On parle de l'opération Barkhane, on parle de l'opération Sangaré qui s'était déroulée en Côte d'Ivoire. Je pense que c'est des choses sur lesquelles nous devons justement porter notre attention pour dire que l'accusation de la Russie n'est pas justement à prendre à la légère. Parce quand on parle de Sangaré, on vous dit que c'est justement une façon pour l'État français de marquer son territoire. Et donc là, ça rentre en jeu la conquête des ressources minières que regorge en fait le sol africain. Donc c'était une présence préméditée pour l'État africain, justement, pour continuer par piller le sol africain. Donc je pense que c'est des éléments aujourd'hui que la Russie a analysés pour pouvoir porter de telles accusations contre la France. Maintenant, au-delà de tout, c'est-à-dire qu'il y a eu des exactions, il y a eu des violations flagrantes en fait des droits de l'homme. On a vu des terroristes attaquer au vu au sud de tout le monde sans que l'armée ou bien sans que les troupes françaises ne réagissaient. Donc c'est des choses aujourd'hui qui, à mon avis, fondent en fait, me disent que quelque part la Russie a raison quand elle accuse la France de tels faits. Et comme je le dis, il y a toujours eu cette erreur de communication là, parce que la France ne communiquait pas. On ne savait pas réellement en fait ce que les troupes françaises faisaient sur le terrain. Et donc je crois que c'est des choses aujourd'hui sur lesquelles nous devons revenir. Et je crois qu'on en a tellement suffisamment débattu aujourd'hui. Est-ce que cette escalade diplomatique compromet les efforts de lutte contre le terrorisme dans le Sahel, par exemple? Non, est-ce que ça compromet les efforts? Non. Mais ça renforce plutôt la présence de la Russie sur le sol africain. Parce qu'aujourd'hui, la Russie se dit, mais elle doit forcément réussir là où la France a échoué. Et je suis fier quand c'est d'ailleurs elle qui dit, c'est-à-dire que c'est la Russie qui le dit comme ça ouvertement, qui accuse la France ouvertement. Donc ça veut dire que Vladimir Poutine et ses éléments savent aujourd'hui les défis auxquels ils sont confrontés, ou bien ils savent les défis qu'ils doivent aujourd'hui relever. Ça veut dire que la France, pendant une décennie, a échoué et que ça lui revient justement d'inverser la tendance. Et donc, je crois que, comme je l'ai dit, c'est une communication qui renforce justement la présence de la Russie en Afrique, même si aujourd'hui, les gens me diront que tout le monde essaie de tirer le drap de son côté, parce que depuis la présence de la Russie en fait en Afrique, les gens disent que la Russie fait de l'Afrique maintenant son précaré et que elle est justement prête justement à ternir l'image de la France. Mais je crois que pour ceux qui connaissent en fait les Russes, ceux qui ont déjà noué des partenaires avec l'État russe, ils savent que c'est un État qui se montre parfois plus ou moins réaliste et pragmatique. C'est un partenariat gagnant-gagnant. La Russie viendra justement aider les pays africains à combattre le terrorisme. Elle aura justement sa part, mais l'essentiel aujourd'hui, c'est que les Africains arrivent justement à vaincre les terroristes. C'est la sécurité qui nous importe. Donc je crois que c'est une sortie justement qui va justement faire bouger les lignes dans les jours à venir. Alors, que signifie cette posture pour les pays africains qui sont aujourd'hui pris entre les deux puissances, le Niger, le Burkina ou encore le Mali? Non, vous savez, une façon de concevoir la vie, c'est de faire un choix. Et quand vous assumez, vous faites un choix, il faut l'assumer. Et vous allez voir aujourd'hui que quand on prend ces pays-là, ils n'ont jamais dit qu'ils ne font pas de partenariat avec qui que ce soit. Ils ont dit tout simplement qu'ils refusent le paternalisme occidental et le néocolonialisme qui les force à pouvoir faire ce que le colon veut. C'est là le problème. Et ce sont
ces pays occidentaux qui ont transformé ce narratif-là, croyant qu'ils pouvaient agir sur la mentalité de la jeunesse africaine. Or, le temps passe et nous devons vivre avec le temps, comme l'a dit Seydou Badian. Le temps change. L'époque coloniale est, je ne dirais pas est complètement dépassée, mais les nouvelles donnes de la société aujourd'hui montrent que l'Africain a changé de paradigme. Et ce paradigme-là voudra tout simplement dire que nous voulons les choses qui sont pour nous, puisque pour vous, nous ne représentons pas. Parce que vous savez, pour le colon, le néocolon, l'Afrique doit exister sans les Africains. Et vous avez appris la dernière fois le fait que le Burkina Faso a refusé une main tendue qu'on appelle de l'association de Bill Gates. Ils ont refusé parce qu'on voudrait venir tuer les moustiques chez nous. C'est-à-dire qu'on veut mettre en place une structure qui tue les moustiques pour lutter contre le malaria, le paludisme et autres là. Le Burkina Faso a dit non. Alors, vous parlez de Malaria Target? Oui. Alors, ils ont accepté en premier lieu, mais après, oui, après ils ont compris que c'est une autre chose. Donc, vous avez, la conscience africaine est tellement réveillée que nous, en Afrique, le panafricanisme ne rejette pas l'occidental. Les occidentaux ne sont pas, mais on leur dit tout simplement de laisser. Vous voyez la Russie, quelle est sa stratégie? La Russie n'intervient pas dans le débat politique africain. Qui est président, qui ne l'est pas. Les élections, la Russie ne vient pas financer les élections en Afrique. C'est-à-dire que la Russie, quand vous voyez dans l'histoire, n'a pas de colonie en Afrique. Vous voyez à peu près. Donc ça leur donne aujourd'hui le droit de dire que les Africains ne sont pas timorés quand ils entendent la Russie. Ils sont plus contents parce que on a tendance à croire, et on voit ça visiblement, factuellement, que les Russes mènent un combat qui, pour les Africains, est le juste combat. Vous voyez à peu près. Donc aujourd'hui, moi je ne pense pas que dans l'idéal africain maintenant, il y a ceux qui sont faits par le colon. Vous allez voir qu'il y a des dirigeants africains qui sont passés forcément par l'école coloniale qui les a fabriqués, façonnés, et qui ne peuvent pas se dépêtrer. Et souvent, au temps colonial, plutôt au temps, pas colonial, au temps de l'esclavage, on parle qu'on appelle des noirs de salon, je ne sais pas, il y a un terme. Les nègres. Les nègres de salon, on les appelle ainsi parce qu'ils doivent à leur patron. Vous voyez à peu près. Donc, on a tendance à croire. Maintenant, moi, je sais que dans leur subconscient, franchement, le changement existe, mais ils ne peuvent pas l'exhiber. L'exhiber, ça veut dire que on va les tuer. Celui qui leur a donné cette force-là va les tuer. Donc, aujourd'hui, on a quand même le libre cours et de comprendre que l'Africain veut multiplier le partenariat. Quand c'est bon quelque part là, comme mon collègue l'a dit tout à l'heure, c'est comme on appelle une relation gagnant-gagnant. Je donne, tu donnes, je prends, tu prends. Pas, je viens ramasser et je te donne des résidus, ce que je veux. Et c'est ça que la France a toujours fait contre les pays africains. C'est lui, à l'OSME, c'est lui qui va négocier à la place des Africains. Vous voyez à peu près, aujourd'hui, il y a le problème du franc CFA. Il y a tant de choses qui sont là, qui franchement n'arrangent pas le développement de l'Afrique. Or, l'Afrique est le continent le plus riche. Le continent qui possède tout. Et ça, c'est ça qui est le problème, puisque c'est un pays occidentaux qui courent derrière les minerais, le sous-sol africain, le cobalt, l'uranium, l'or, le pétrole, tout ça là, c'est ça qui viennent piller ici pour se développer. Voilà que la Russie est en train d'ouvrir les yeux des Africains. Vous comprenez avec moi qu'ils ne seront pas du tout contents. Donc, pour moi, en tant que panafricaniste, je crois que les Africains ne rejettent personne. Ils luttent contre le paternalisme et ils veulent multiplier tout simplement les partenariats, multipartenariats. Donc, quand on a ça, on choisit ce qui va bien. Vous allez au marché pour acheter une chaussette, quelqu'un vous dit 200, quelqu'un vous dit 300, quelqu'un vous dit 500. Oh, c'est la même qualité. Vous choisissez. Il ne va pas vous imposer, achète 500, 500, 500. Non, je crois que c'est ça le problème en Afrique. Alors, c'est quand même curieux que vous parlez de paternalisme quand on se rend compte aujourd'hui que la Russie essaie de jouer
au porte-parole de l'Afrique et de s'attaquer à la France au nom de l'Afrique. C'est incroyable. On a l'impression que l'Afrique change de paternel, finalement. Non, c'est pas un changement de partenaire. Non, je parle de paternel, parce que... Non, là, on parle de en fait, Partenariat. Multi-partenariat. Ouais. C'est-à-dire que... Oui, mais c'est la pas- Russie aujourd'hui qui porte la voix de l'Afrique à l'ONU, en train de dénoncer ce qu'elle pense que la France est en train Oui, de justement, faire parce en que Afrique. tout ce dont nous parlons, c'est-à-dire que tout ce que vit l'Afrique aujourd'hui, c'est des choses que la Russie même a eu à vivre. Voilà. Donc la Russie, quelque part, se met dans la peau des Africains, est en train de se dire, mais ce sont des injustices, des injustices en fait, qu'il faut à coup sûr démontrer. Moi, je ne suis pas activiste, parce que d'autres iront jusqu'à vous dire que Vladimir Poutine, c'est une chance pour l'humanité. Ouais, parce que quand vous le voyez, je crois que c'est quelqu'un qui se montre un peu justicier devant certaines situations. On a eu à suivre de près l'épilogue en fait Covid-19 dans ce pays. Il a fallu que en fait cette guerre russo-ukrainienne là naisse pour que on ne parle plus de Covid. Et ça, quand vous creusez bien, vous allez justement vous rendre compte que quelque part Vladimir Poutine en a joué un rôle. Je pense que c'est des choses sur lesquelles on ne doit pas s'attarder. En même temps, il y a eu énormément de morts. Il y a eu de morts, mais je pense que c'est des morts qu'on pourrait justement éviter. C'est des morts qu'on pourrait éviter s'il y avait eu cette bonne volonté-là. S'il n'y avait pas eu, je sais pas, ce cynisme-là de certaines puissances de vouloir justement anéantir le monde entier. Donc c'était un plan macabre, moi je peux vous le dire comme ça, c'était un plan macabre orchestré contre le monde entier et que Vladimir Poutine à un moment donné su déjouer. Donc quand il voit aujourd'hui que l'Afrique qui regorge autant de ressources mais qui peine toujours à se développer et qu'on continue pas à mettre le continent à genoux, on le classe parmi les pays très pauvres, très endettés, c'est des choses qui alarment. C'est des choses qui alarment. Donc aujourd'hui, quand vous êtes éternellement piétiné, quand vos droits sont éternellement violés, il y a souvent quelque part qui viendra à vos secours. C'est pour ça que je reviens sur le mot, les activistes vous diront aujourd'hui que Vladimir Poutine c'est le messie de l'Afrique, le sauveur de tout un continent. C'est vrai. Et je l'ai dit que tout le monde est en train de tirer le drap de son côté. Et entre les États, il n'y a que eu de relations de profit et intérêt. La Russie vient en Afrique, elle ne vient pas pour ses beaux yeux, mais elle sait que en aidant les Africains à résoudre le minimum, ou bien à résoudre en un temps soit peu leurs problèmes, elle aussi gagnera quelque chose. C'est ce que les autres n'ont pas fait. Quand vous prenez un pays comme la France, qui a été notre métropole, qui a colonisé bon nombre de pays africains, la France continue justement à considérer ces pays africains-là comme des pays qu'elle devait conduire à l'indépendance. L'indépendance n'a jamais été acquise. Prosper parlait de tout à l'heure de la façon dont nos dirigeants sont élus. C'est-à-dire que quand tu es dirigeant en Afrique, si tu n'as pas été reçu par l'Élysée, ça veut dire que tu n'as pas l'option. C'est pour ça que beaucoup vous n'êtes pas légitime. Vous n'êtes pas légitime. Il va falloir justement que vous ayez en France à l'Élysée, que vous soyez reçu et pour qu'on vous donne des instructions. C'est de ça qu'il est question. C'est-à-dire que pendant longtemps, les Africains n'ont jamais eu le droit, ils n'ont jamais eu l'opportunité de choisir ou bien de désigner leurs propres dirigeants. C'est ce qui fait que le continent est toujours maintenu dans la pauvreté, parce qu'on doit avoir un compte à rendre en fait à l'Occident, à la France tout le temps. Et quand vous voyez les prix de nos produits premiers, c'est la France qui fixe, c'est-à-dire le prix d'achat de ces produits-là, c'est la France qui fixe les prix. C'est ce qui est anormal. Moi, je fais mon champ de cacao chez moi, là-bas à Dieu-Sacopé, c'est toi qui viens, c'est le colon qui vient me dire, tu dois le vendre à de tels prix. C'est des incongruités, alors qu'ailleurs, ce n'est pas ça. Quand vous prenez des pays qui ont été gouvernés ou bien colonisés par d'autres États, ce n'est pas le cas. Nous sommes en Afrique, nous sommes colonisés par la France, et même pour avoir, je crois, un visa français, c'est un parcours de combattant. Mais allez-y en Angola, allez dans les autres pays, regardez comment est-ce que les Angolais ont la possibilité d'immigrer facilement au Portugal.
c'est comme c'est leur maison, vous me direz entre guillemets, familiale. Normalement, c'est comme ça que doit être. Donc, je crois qu'aujourd'hui, tout le monde a compris que la France veut toujours nous maintenir dans la pauvreté. C'est pour ça que 65 ans d'indépendance, des pays africains n'ont toujours pas bougé. Et aujourd'hui, les gens ont compris, se sont mis en alliance. On parle de l'alliance des États du Sahel. Et en le faisant, ils ont demandé et obtenu le retrait des troupes françaises. Et à l'époque, au lendemain de cette décision-là, ou bien dans la foulée en fait de cette décision, les gens ont prédit le déluge pour l'Afrique, pour le Mali, pour le Niger et le Burkina Faso. Mais malheureusement, 3 ans après, ces pays-là ne continuent pas à résister. Et aujourd'hui même, ils font même fort en allant jusqu'à aller cueillir les terroristes. Donc c'est pour ça, je vous dis que la Russie ne vient pas justement accuser la France parce qu'il faut l'accuser. La Russie n'accuse pas la France juste pour ses beaux yeux. Il faut faire croire au monde entier qu'aujourd'hui, c'est lui le nouvel fort. Mais la Russie se base sur des faits concrets, sur des éléments que nous sommes en train d'évoquer tout ici. Donc je crois que la Russie, en réalité, à un moment donné, que quand on a le droit de veto, on ne doit pas forcément se mettre du côté des forts, mais à un moment donné, il faut justement défendre les faibles. En défendant les faibles, non seulement vous rendez justice à l'humanité, mais vous aussi, vous pouvez vous en tirer et profit. Et quand on parle de l'accusation similaire de la Russie contre la France, je pense que ce n'est pas la première fois. La Russie a déjà accusé la France dans la guerre russo-ukrainienne de livrer ou bien de soutenir le groupe ou bien de soutenir le régime ukrainien qu'il qualifiait de terroriste et d'extrémiste. Et la Russie allait même jusqu'à placer la France sur la liste des États rouges qui lui sont, ou bien la liste des rouges des pays hostiles. Donc je pense que je ne t'aime non plus qui continue entre la France et la Russie. Je ne t'aime non plus. Alors c'est sur cette expression qu'on va mettre un terme à ce sujet. Et ce n'est pas à la fin, bien sûr, c'est la deuxième pause. On revient tout à l'heure pour évoquer le troisième sujet qui concerne la Côte d'Ivoire, évoquer principalement les 2 candidatures officielles de Gbagbo et de Thiam.